Le plan, on va parler du contexte. Qu'est-ce que c'est que l'EDI pour les personnes étudiantes? Parce qu'on a parlé de l'EDI, mais dans un spectre beaucoup plus large. Moi, je m'intéresse spécifiquement aux étudiants universitaires. On va parler de la présence et de la réussite des étudiants issus des minorités, mais en fait, plus des étudiants concernés par, qui font partie de la diversité. Les raisons évoquées de leur présence dans la littérature, puis les mécanismes, quelques mécanismes, on va les voir tantôt, puis bon, des pistes de solutions, mais une piste de solution qui n'en est pas vraiment une, on va en discuter tantôt. Donc, l'EDI pour les personnes étudiantes. Avant d'aller à ça, la composition de la population québécoise a fait qu'à un moment donné, je pense qu'on s'est rendu compte des disparités à plusieurs niveaux dans la vie en général, autant qu'à l'université. Donc, pour les étudiants qui viennent de la diversité, il y a eu des constats qui ont été faits, qui ont, comme les précédents conférenciers en ont parlé. Donc, pour soutenir ces étudiants qui viennent de la diversité, je pense que les politiques EDI ont été mises en place ou appliquées à l'Université de Montréal. Et pour les étudiants et étudiantes spécifiquement, il s'agit de la création d'un environnement de justice dans lequel les étudiants, les personnes concernées en fait, auront la chance d'accès et de réussite en tenant compte des caractéristiques de ces différentes personnes pour soutenir en fait, en leur apportant le soutien nécessaire à leur parcours. Le ministère de l'Enseignement est allé un peu plus loin, pas plus loin, mais a été un peu plus clair en disant que c'est d'offrir au plus grand nombre d'étudiants possible des parcours de formation accessibles, flexibles, adaptés aux besoins de ces personnes en leur permettant d'acquérir des connaissances, des compétences utiles à la réussite de leur vie personnelle et professionnelle afin qu'elles puissent participer activement à la vie sociale, culturelle et économique du Québec. Oh, j'ai oublié quelque chose. On dit aussi il y a des auteurs qui disent que c'est la rectification des inégalités affectant injustement ces étudiants à cause de leurs marqueurs qui leur sont propres, les marqueurs de la diversité, en leur donnant du pouvoir et en leur permettant de contribuer de manière égale à la vie étudiante. On parle d'EDI pour les personnes étudiantes, mais de qui s'agit-il en fait? Il s'agit, entre autres, la liste n'est pas exhaustive, mais il s'agit des personnes autochtones, des personnes racisées comme moi, les personnes vivant avec un handicap, les personnes appartenant, les personnes bispirituelles et celles qui appartiennent à la communauté LGBTQIA+. Les femmes, dépendamment de ce que vous consultez, peut-être qu'on ne mettra pas les femmes, mais les femmes, je les ai mises, mais on verra qu'elles ne sont pas aussi impactées que les autres personnes. Donc, ça nous fait passer à la présence des étudiants et étudiantes provenant de la diversité dans les universités. On dit que ces étudiants issus de la diversité sont sous-représentés, notamment, par exemple, les personnes noires, elles ont un accès limité à l'université. Il y a des raisons qui justifient, ou en tout cas qui expliquent cela. On va le voir plus tard. On dit aussi que parmi ces mêmes personnes, les personnes racisées noires spécifiquement, parmi tous ceux toutes les personnes qui ont postulé, par exemple, pour entrer dans les universités québécoises en faculté de médecine, 1,8% seulement a été convoqué à des entrevues et parmi ces personnes présélectionnées, encore un pourcentage plus réduit, 1,2%, a été admis. On parlait des personnes autochtones tantôt, elles aussi, elles ont une présence très limitée dans les universités et sont seulement représentées dans quelques départements ou quelques facultés. Et à la fin, ces personnes sont plus représentées, surtout dans les départements de sciences sociales. Qu'une personne disait tantôt qu'elles sont les moins représentées, les moins intéressantes sur le plan professionnel. Les femmes par contre, sont plus représentées que les hommes dans les universités québécoises. On parle, par exemple, dans toutes les universités québécoises, elles sont plus représentées. Spécifiquement, à l'Université de Montréal, on parle de 68% de femmes, tous cycles confondus, que ce soit aussi à temps plein ou à temps partiel.
Quand on passe, ben là, je viens de parler de la représentativité. Je vous parle à présent de la réussite. La réussite, c'est le portrait le même. Les étudiants issus de la diversité réussissent moins bien. Les étudiants, on dit que les étudiants et étudiantes en situation de handicap et les personnes qui ont des profils moins traditionnels ont des notes moins élevées, des scores plus faibles sur le plan de l'engagement académique et de la réussite. Les étudiants racisés, en particulier eux, en particulier les étudiants noirs, ont des taux de réussite encore plus faibles que tout le reste de la communauté étudiante. Les femmes, une fois encore, ont des taux de réussite supérieurs à la moyenne, et on parle surtout du premier cycle. Les prochaines diapos vont parler des raisons pour lesquelles ces personnes issues de la diversité sont moins représentées et réussissent moins bien que les autres personnes. Il y a trois types de facteurs, trois catégories de facteurs que j'ai identifiés. Donc, il y a d'abord les facteurs institutionnels et systémiques, les facteurs socio-environnementaux et d'autres facteurs, disons, individuels, mais sur lesquels les personnes ont moins de pouvoir. Commençons par les facteurs institutionnels et systémiques. On parle de parcours scolaire antérieur marqué par les expériences discriminatoires. Je pense que M. Kamanzi parlait tantôt de quand vous faites des écoles privées, vous avez plus de chances d'accéder au cégep, plus de chances d'accéder à l'université. Donc, ça va être le même parcours. Les personnes issues de la diversité, beaucoup d'entre elles ont moins de chances d'accéder à l'université à cause de ces barrières. Donc, je prends l'exemple de personnes qui n'ont pas fait des écoles privées ou des écoles élitistes, elles sont désavantagées dans le processus général d'admission. Et il y a des facultés ou départements qui ont des programmes, dans les programmes, ont des critères de sélection plus élevés, par exemple, auxquels ces personnes ne pourront pas se conformer. On parle au sein de l'institution de la pédagogie non adaptée à la réalité des étudiants issus de la diversité, des contenus d'enseignement non représentatifs pour ces personnes. Et aussi la sensibilité, disons plutôt le manque de sensibilité du personnel, que ce soit enseignant ou administratif, pas tous, mais dans certains cas, face aux personnes qui viennent de la diversité, que ce soit dans des activités en classe, les encadrements et même dans les activités parascolaires. Je m'en vais vers les facteurs socio-environnementaux, les relations difficiles avec les pairs et d'autres personnes au sein de l'institution, l'existence de stéréotypes qui ont la peau dure, qui sont véhiculés, et la microagression au sein de l'environnement universitaire. Pour les étudiants racisés, par exemple, on parle de manque de compétences nécessaires à la réussite, des stéréotypes qui continuent d'exister. Mais que ce soit des étudiants, tous les étudiants, en fait, issus de la diversité, que ce soit des personnes de la communauté LGBTQIA+, personnes racisées, etc., les immigrants, toutes ces personnes vivent de la stigmatisation, de l'intimidation, de la discrimination et du harcèlement. Des facteurs individuels dont je parlais tantôt, puis je précisais que les individus ont moins, en tout cas, dans certaines mesures, ces personnes ont moins de contrôle là-dessus. On parle de développement identitaire, le développement identitaire qui a un aspect personnel et un autre aspect social. Donc, là encore, il y a moins de contrôle de la part de la personne. Le genre, le niveau de socialisation, le niveau d'engagement, le profil de la scolarisation antérieure, on a vu tantôt que là encore, il peut y avoir des déterminants au sein de l'institution qui vont influencer ça, la situation socio-économique de la personne qui vont venir influencer la présence et la réussite à l'université. Comment cela se passe? Je disais tantôt que toutes ces personnes vivent de la discrimination, de l'intimidation, des microagressions, etc., le racisme. Ça viendra jouer sur leur motivation, la concentration, l'auto-efficacité. Donc, il va y avoir une tendance à reproduire les stéréotypes qui leur collent parfois. On va constater la manifestation de facteurs de stress cognitif et autres processus psychologiques et sociaux. On parle de faible estime de soi, de l'évitement social au sein de l'université et des stratégies d'adaptation nuisibles, comme la consommation, par exemple. Tous ces enjeux viendront impacter la santé mentale, la santé physique et créer de graves entraves à l'apprentissage et à la réussite de ces personnes en bourgeoisie.
Il y a eu quelques pistes d'action qui ont été évoquées. On parle de sensibiliser, former l'ensemble de la communauté universitaire à la lutte contre le racisme systémique, la discrimination et les microagressions. Ces actions sont mises en place. Je vois des bandeaux à l'Université de Montréal qui disent non au racisme. Former le corps professoral à la pédagogie inclusive et antiraciste. Encourager la parole des groupes racisés dans les cours, autant chez les communautés étudiantes présentes dans la classe que par l'invitation de conférenciers racisés appartenant à la diversité. Diversifier le personnel de l'université, vous en parliez tantôt, les personnes de la TELUC, afin de rendre visibles les modèles inspirants pour les communautés concernées par l'EDI et rendre plus représentatives les instances décisionnelles de l'université. Ce sont toutes des pistes d'action, certaines sont déjà mises en place, ça fonctionne peut-être. Mais dans la littérature, il y a d'autres déterminants qui peuvent aider, soutenir les étudiants dans leur parcours scolaire, dont l'identité, qui est beaucoup abordée, par exemple, dans la littérature scientifique aux États-Unis. Donc, ça m'amène à vous parler de l'identité qui pourrait jouer un rôle dans la réussite auprès des personnes qui viennent de la diversité. L'identité en tant que telle, en bref, elle est définie comme le sens de soi d'une personne, établi par ses caractéristiques uniques, ses affiliations et ses rôles sociaux. Donc, l'identité elle-même, elle est une continuité, malgré tous les changements que l'individu peut vivre au fil du temps. Elle est constamment réévaluée dans différents contextes comme l'immigration, la poursuite des études supérieures. Je prends mon cas, j'étais une personne différente avant d'immigrer ici, puis l'immigration m'a rajouté une autre couche, à mon identité. Donc, l'identité peut être plurielle, on peut porter plusieurs identités. Je suis une personne noire, immigrante, étudiante, par exemple, aussi c'est une identité, sans que ces différentes formes d'identité soient en conflit entre elles. Donc, la littérature révèle que quand cette identité est affirmée ou assumée ou positivement développée, ça sert de facteur de protection pour ces étudiants issus de la diversité. Ça va renforcer le soutien social parce que les personnes entre elles vont s'affilier. Les personnes qui ont les mêmes marqueurs vont s'affilier entre elles. Ça fera du soutien social, renforcer la participation académique et parascolaire, et en même temps, ça promeut la résilience chez ces étudiants. La connaissance et la fierté de sa communauté aussi sont liées à des scores élevés de réussite, et ça se révèle être un prédicteur de réussite académique. L'implication dans sa communauté identitaire influence positivement la persévérance, le désir de travailler pour le bénéfice de sa communauté. Là, ils disent précisément que plus une personne va être impliquée dans sa communauté identitaire au sein de l'université, plus elle aura le goût d'en faire plus pour faire bénéficier à sa communauté. Et à côté, cette personne développe la persévérance dans ses études plutôt que de décrocher très rapidement. Bon, mon truc de quelle piste de solution est resté, je voulais vraiment pas le mettre parce que c'est pas une piste de solution. L'identité, il y a des études qui révèlent que l'identité à elle seule d'emblée ne concourt pas forcément à la réussite de toutes les personnes étudiantes qui viennent de la diversité. On dit qu'il y a d'autres déterminants, le statut socio-économique, la génération d'immigration, le statut pré-migratoire, les réseaux à l'extérieur de l'université. Et par exemple, pour certaines personnes de la diversité, on dit que l'affiliation à une identité assumée sera positivement liée à la réussite seulement si, à l'extérieur de l'université, la personne fréquente d'autres groupes socio-culturels en dehors de l'université. C'est le cas, par exemple, des Afro-Américains qui, n'étant pas tous, je vais dire, des minorités volontaires, ils vont avoir dans leur cercle à la maison peut-être des personnes qui, étant dans des milieux défavorables a priori, vont être avec des personnes qui ne vont pas avoir des attitudes positives envers l'éducation. Donc, ça peut impacter s'ils sont
affiliés à leur communauté identitaire à l'école et à la maison. Il y a une notion qui revient surtout, c'est la biculturalité, qui est un déterminant très important et qui serait plus souvent associé à des mesures élevées de la réussite, c'est-à-dire la personne garde son identité, la développe, etc., mais il faut nécessairement qu'elle acquiert un peu de l'identité, de sa nouvelle identité, en fait. Ça concerne plus les personnes, les minorités, les personnes racisées, les immigrants. Le fait de garder exclusivement son identité peut ne pas nous aider dans la réussite. Ça ressemble un peu à ce qu'on appelle l'intégration, intégrer la nouvelle culture. Pour les étudiants qui ne peuvent, ben ça, on parle par exemple pour les personnes appartenant à la communauté LGBTQIA+, le fait de ne pas pouvoir divulguer leur identité sexuelle à plusieurs groupes en même temps peut compromettre leur réussite parce que s'ils le font juste avec un groupe de personnes, ça va toujours, ben, les autres groupes qui ne sont pas au courant, qui n'acceptent pas, vont toujours leur faire vivre de l'intimidation. Et pour les femmes, on dit que ce n'est pas forcément l'identité. Pour les femmes, on dit que l'identité de genre n'est pas forcément associée positivement à la réussite. C'est plutôt d'autres formes d'identité, comme une femme noire, par exemple, c'est plutôt son identité noire qui va l'aider à la réussite et non seulement son identité de personne ou de genre. En résumé, ma présentation a été un peu courte, ça va me donner le temps de prendre les questions. En résumé, les personnes qui sont issues de la diversité vivent des difficultés, de la discrimination, etc. Il y a des politiques où il y a des solutions ou des pistes d'action qui sont mises en place, mais à elles seules, elles ne peuvent pas ou elles n'aident pas forcément. L'identité est l'un des facteurs qui peut aider ces personnes dans leur parcours scolaire, surtout au niveau de la réussite. Donc, il est demandé aux universités de favoriser le développement et l'affiliation identitaire de ces personnes dans l'environnement universitaire, favoriser la biculturalité et aussi, surtout, mettre à disposition des contenus positifs, inclusifs, dans lesquels les personnes vont se reconnaître et développer leur identité. Je crois que ça met fin à ma présentation. Yes.